Salut à tous, c'est le Doc, nouvelle vidéo sur le piège de Thucydide d'Alison Graham. C'est parti, générique. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo donc sur le choc des civilisations de Samuel Huntington. Et dans cette dernière, à un moment donné, je mentionne le piège de Thucydide. Alors cette notion, elle a été théorisée par Alison Graham, c'est donc un professeur de sciences politiques à l'université d'Harvard, spécialiste des relations internationales et des questions relatives au terrorisme. Et pour comprendre en fait cette théorie, il faut se pencher sur Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette période-là, il y a donc Thucydide, qui est donc un historien et homme politique athénien, qui écrit La guerre du Péloponnèse. Donc dans cet ouvrage, il explique en fait pourquoi Athènes et Sparte sont rentrés en guerre, et donc le déroulement de cette dernière. Alors pour Thucydide, le casus belli en fait, c'est le fait que Athènes s'est développée économiquement, militairement très rapidement, et que cela a entraîné une forme de paranoïa de Sparte, qui a eu peur en fait que Athènes devienne une puissance hégémonique, et par conséquent, en fait, une guerre a éclaté entre les deux cités. Alison Graham, il part du principe qu'il y a toujours une hyperpuissance mondiale, qui est en position hégémonique, à la fois économiquement, militairement, etc., et que face à ça, en fait, il y a une puissance qui va commencer petit à petit à se développer, et que cette dernière, plus elle va se développer, plus elle va rentrer en contradiction avec les intérêts donc de la puissance hégémonique. Et par conséquent, cette dernière, en ayant peur en fait de perdre son leadership, va rentrer en guerre. Alors Alison Graham, il a pris donc des tas d'événements, un petit peu de tension historique entre le XVIe siècle jusqu'à nos jours, et il a démontré que sur ces 16 événements historiques, 12 ont abouti en fait à un conflit. Alors sur ces 12, il y a par exemple donc la France et l'Angleterre pendant la guerre de 100 ans, la guerre franco-prussienne, mais également la Seconde Guerre mondiale. Et pour Alison Graham, là aujourd'hui, on se dirige donc vers un piège de Thucydide entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Pourquoi il pense ça? Tout simplement parce que les États-Unis, depuis 1945, sont en position hégémonique. Ce sont les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est la fin de l'histoire de Fukuyama puisqu'ils ont gagné en fait la guerre idéologique contre le communisme. Ils ont, on va dire, façonné tout le système économique et aussi le soft power américain est présent dans toutes les sociétés. Bref, c'est l'hyperpuissance. Mais depuis quelques décennies, les États-Unis connaissent une phase de déclin. Les attentats du 11 septembre, l'Afghanistan, l'Irak, etc., etc. De l'autre côté, on a la Chine qui ne cesse de se développer depuis les années 80 à 90, notamment avec le socialisme de marché de Deng Xiaoping. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine n'est plus seulement l'atelier du monde qui fabrique tes chaussettes, mais ils sont devenus un véritable bras armé capable de rivaliser avec les États-Unis. Alison Graham donne un exemple plutôt trivial. Il y a un pont qui est pas loin de chez lui qui était en construction. Il a mis 1 an avant d'aboutir, alors que c'est un tout petit pont. Tandis que la Chine a réussi à fabriquer un pont à 2 voies en plein milieu d'un centre-ville en moins de 43 heures. Donc les États-Unis ne font plus le poids pour lui. Donc il y a un risque qu'en fait les deux intérêts des deux grandes puissances rentrent en contradiction et que par conséquent il y ait un conflit armé. Alors, est-ce que c'est possible? Alors, il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur le sujet. Il y a notamment François Godement, qui est un spécialiste de l'Asie, qui pour lui, en fait, c'est pas possible dans la mesure où, en fait, les États-Unis et la Chine sont interconnectés, politiquement, stratégiquement, mais surtout économiquement. Et en fait, pour lui, les deux grandes puissances n'ont aucun intérêt à rentrer en conflit, puisqu'elles perdraient plus que ce qu'elles gagneraient avec le conflit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis n'ont pas eu la même attitude envers la Chine qu'ils ont eu envers l'URSS. Puisqu'envers l'URSS, il y a de suite eu une méfiance, tandis qu'avec la Chine, notamment sous le mandat de Clinton, il y a eu une véritable aide des États-Unis. Ils ont notamment fait pression pour que la Chine rentre dans l'OMC et bénéficie de ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Donc cette clause permettait d'être favorisée notamment dans les échanges internationaux. Et en fait, la Chine s'est développée économiquement grâce aux États-Unis. Je te cite un passage donc de Henri Ayrault, les rapports sino-américains passé, présent, futur. Je cite. Les échanges de la Chine sont passés de 115 milliards à 509 milliards de dollars. Les réserves en devises de 5,5 milliards à plus de 250 milliards. Le total des investissements étrangers à 96% direct de cette période s'est monté à 510 milliards de dollars. Ils assuraient environ 40% de la croissance officielle du PIB.
À partir de 2015, il y a eu un changement de paradigme, les Américains se sont rendus compte de leur erreur et ils sont rentrés notamment sous l'ère Trump dans une guerre commerciale. Alors Trump, il leur a rendu coup pour coup parce qu'il estimait que les Chinois avaient été trop avantagés pendant des décennies et que les choses devaient changer. Donc il leur a taxé l'acier, l'aluminium, il a voulu interdire TikTok, il a coupé les investissements notamment américains à Huawei, etc., etc., parce qu'il les accusait notamment d'espionnage. Let's say China. Bref, Trump c'était le pire ennemi des Chinois, mais selon certains économistes comme David Weinstein, la guerre commerciale a entraîné en fait un surcoût de la vie américaine, et ce qui fait qu'en fait une famille américaine pendant la guerre commerciale payait en fait 216 $ de plus par an. Ce qui peut sembler dérisoire, mais ce qui peut être en fait des sommes astronomiques si on regarde un ensemble beaucoup plus large. Donc en fait, la guerre commerciale c'était pas une mauvaise idée, mais elle arrivait peut-être un petit peu trop tard. Alors bien sûr, le sujet de la guerre commerciale, c'est l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il y a des tas de sujets de tension. Hong Kong, Taïwan, la question des Ouïghours, la mer de Chine, donc puisque la Chine essaye véritablement d'avoir une attitude impérialiste dans la région, l'espionnage mutuel entre les deux grandes puissances, etc., etc. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça donnerait en fait un conflit militaire entre les deux grandes puissances? Il faut comprendre que la Chine a un avantage, c'est sa démographie, qui lui permet aujourd'hui d'avoir l'armée avec le plus grand effectif du monde, puisqu'ils sont à 2 millions de soldats, ce qui reste relativement peu par rapport à la grandeur de leur population. À côté de ça, les États-Unis ont 1,4 million de soldats dans leur effectif. La Chine a explosé son budget militaire qui aujourd'hui est à 279 milliards de dollars. Donc ils ont vraiment développé leur arsenal. Mais pour certains experts, il y a deux problématiques majeures. C'est tout d'abord que la Chine n'a pas d'expérience militaire du terrain, puisqu'elle n'a pas participé à des grands conflits majeurs depuis des décennies, tandis que les États-Unis, même s'ils ont pris des camouflets, ont quand même une expérience du terrain en Irak et en Afghanistan. Le Parti communiste chinois estime qu'en fait la paix a rendu mou leurs soldats, et en plus de ça, la Chine ne bénéficie pas du réseau d'alliances et d'alliés que possèdent les États-Unis, et qui est un réseau qui s'est constitué de 1945 grâce aussi à la guerre froide, etc. Et même si aujourd'hui l'OTAN est en grande difficulté structurelle, il n'en demeure pas moins que les États-Unis ont des bases partout, puisqu'ils ont des bases en Corée, au Japon et aux Philippines. Ils arrivent à la prendre en tenaille presque. Donc, militairement, les États-Unis restent au-dessus en fait de la Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres analyses, et une qu'il faut noter, c'est celle donc de Kevin Rudd, qui est un ancien Premier ministre australien. Alors pour lui, l'interdépendance, en fait, elle ne suffit pas, puisqu'il estime que c'était le discours qui était tenu par les économistes en 1914, avant la Première Guerre mondiale. Et ça n'a pas empêché en fait la survenance d'un conflit. Donc pour lui, cet argument ne tient pas. De deux, il estime que la Chine a longtemps en fait été humiliée par les Occidentaux et que tout ça a commencé notamment avec la guerre de l'opium. Il rajoute également que les États-Unis comme la Chine ont vraiment des idéologies, un système politique et une vision en fait du monde qui est diamétralement opposée. Et il rajoute quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis en fait reprochent à la Chine d'avoir un comportement impérialiste, d'espionner ses alliés, etc. Alors que c'est exactement ce qu'a fait les États-Unis pendant des années et ce qu'ils font d'ailleurs encore. Donc pour Kevin Rudd, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut véritablement que les deux pays dialoguent, diplomatiquement surtout. Il estime également qu'ils ont beaucoup de choses à perdre, on va dire, s'il y avait la survenance d'un conflit entre les deux. Il rajoute que les deux grandes puissances doivent véritablement se mettre d'accord sur leurs points de divergence pour essayer, on va dire, de développer des programmes bilatéraux comme ça a été fait notamment sous l'URSS, entre les États-Unis et l'URSS, notamment certains programmes spatiaux. Et il rajoute que d'autres pays ont des contrepoids à jouer. Lui, il parle de l'Australie, puisque c'est un ancien Premier ministre australien, mais la France pourrait également jouer un rôle plutôt intéressant, notamment avec un réseau diplomatique qui est presque l'un des plus importants du monde. Mais bon, vu qu'on est dans l'Union européenne et que l'Union européenne veut avoir une politique qui soit à l'unisson pour tous les États membres, ça risque d'être compliqué. Voilà, seul l'avenir nous dira si on va vers un piège de Thucydide. Si c'est le cas, on est dans la merde de toute façon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aimer, commenter, à partager. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, c'était le Doc.